L'Oiseau des îles, le plus charmant bateau du Sud-Pacifique français, nous a amenés devant l'île la plus déconcertante de l'océan. Vu de loin, ce pont inachevé, qui semble lancer vers Tahiti à 200 km de là, a l'air d'une histoire de fou. C'est un miracle de hardiesse et un record du monde. Makatea est une curiosité de la nature. C'est aussi le coffre-fort des îles Paradis éparpillées alentour. Elles en tirent 90% de leurs ressources en devises, 25% du budget territorial. Le grand yacht n'est qu'un omnibus pour travailleurs. Les falaises sont le théâtre d'un tour de force permanent. Cette île abrupte, inabordable, est un atoll, un récif circulaire qu'un cataclysme volcanique a projeté vers le ciel. Le geyser de coraux immobilisés à 100 mètres de hauteur a été, croit-on, pendant des millénaires, un rendez-vous d'oiseaux de mer. Les trous du corail ont été comblés peu à peu par les oiseaux, leur déjection, leur début. Le gruyère des polypiers morts s'est farci de millions de tonnes de phosphate organique à très haute teneur. L'île entière est un fabuleux cimetière marin. Le rocher de corail est fait de carapaces mortes de myriades d'organismes vivants qui agglutinent leurs coquilles dans les eaux tièdes. Le guano, ce sont des fientes et des corps d'oiseaux. Quelques pêcheurs polynésiens habitaient au pied de la falaise au début du siècle. Un typhon passa par là, broyant, noyant, pirogue, champ, chaumière. Un ingénieur des travaux publics, M. Touzé, la visita après le désastre. Il en découvrit le trésor, une mine d'engrais naturels, une source de fertilité pour les terres fatiguées du vieux monde. Il entreprit de l'exploiter. Une gageure. L'île était inabordable aux navires, ceinturée par un récif de corail. Seuls les canots, par beau temps, pouvaient passer les rouleaux. L'île était stérile, pas d'eau, pas de culture possible. La falaise était presque inaccessible. Les coraux partout, avec leurs dentures de requin, faisant des blessures empoisonnées. Le sable funiculaire donne une idée des difficultés qui durent d'être vaincues. Pas moyen de creuser une route dans la falaise de corail pour descendre au port. C'est par ficelle, gomme, vivres, machines, outils pouvaient seulement se hisser sur le plateau. Quand la saison sèche se prolongeait, les citernes étaient vides. On attendait anxieusement l'eau de Tahiti arrivant par bateau. C'est en 1933 seulement qu'un puits creusé dans le corail atteignit une nappe d'eau profonde. Quand l'ouvrage géant de chargement fut entrepris en 1954, 3 fois, le chantier sur le récif fut enlevé par l'océan. Entre-temps, les phosphates du Maroc, de Tunisie, avaient enlevé tout intérêt pour l'Europe aux phosphates océaniens. Mais après la guerre, pour 90 millions de Japonais, l'engrais de Makatea devenait la source du riz. Une ville de 3000 habitants s'est construite dans ce désert hérissé au milieu du désert marin. Une église, 4 temples protestants, dont 2 mormons, l'un orthodoxe, l'autre dissident, une vingtaine de boutiques tenues par des Chinois, comme dans toute l'Océanie, une coopérative, un hôpital, un hôtel, 2 cinémas, une bibliothèque, une discothèque, un stade, un tennis, un lavoir, où les jolies lavandières échangent les potins des villas enfouies dans la verdure. Notre ami Georges Connen va interviewer le plus ancien collaborateur de la mine, le souriant M. Gauthier. Monsieur Julien Gauthier, vous êtes le doyen des agents de la compagnie des phosphates à Makatea. Vous êtes arrivé quand exactement? En 1926. Ça, c'est il y a 34 ans. Oui. Vous aviez 25 ans à cette époque. J'avais 25 ans à l'époque. Et c'était un peu les débuts de la compagnie. Comment était Makatea à cette époque? Eh bien, à cette époque, Makatea semblait être le bout du monde. Ah oui. Il fallait 45 jours par les bateaux des messageries maritimes pour venir de Marseille jusqu'à Papeete.
et 18 heures pour venir de Papeete à Makatea par un voilier à moteur auxiliaire. Et vous vous êtes quand même un peu senti au bout du monde. C'était quand même assez sauvage. On se sentait un peu coupé de l'extérieur, évidemment. Il n'y avait pas tout le confort qu'il y a aujourd'hui. Ces maisons n'existaient pas. Alors non, les premières maisons qui avaient été construites par la compagnie l'avaient été par un charpentier venu de France avec ses idées métropolitaines. Et mon Dieu, elles étaient dotées de petites fenêtres qui ne convenaient pas du tout au pays chaud. Il n'y avait pas d'air, il n'y avait pas d'eau non plus. Très souvent, il arrivait que... Et nous manquions d'eau, oui, parce qu'à ce moment-là, nous n'avions que l'eau de pluie que nous recueillions dans des citernes par les toitures. Et en période sèche, qui durait parfois de 2 à 3 mois, eh bien, les citernes s'épuisaient et il fallait nous ravitailler en eau de Papeete par le navire de la compagnie qui faisait la navette environ 2 fois par semaine. On nous distribuait de l'eau par drum au bout du wharf. Il fallait aller chercher ça. Ah, c'était l'époque héroïque de la compagnie. Et maintenant, après tant de temps, vous n'êtes plus coupé du monde. Au contraire, vous êtes bien paisible, bien calme ici. Oh oui, maintenant, nous sommes reliés par avion. Nous nous sentons presque dans la banlieue de France. On dit que vous êtes le seul ici dans l'île à porter un col et une cravate. C'est exact. C'est encore un point ridicule de ma part, mais c'est une attache au passé. Autrefois, quand je suis arrivé ici, les Européens portaient vestes, casques et cravates. Et mon Dieu, je me suis débarrassé du casque, je me suis débarrassé de la veste, mais j'ai conservé la cravate. Et ça ne vous gêne pas du tout? Pas du tout. Au contraire, si je ne l'avais pas, j'aurais l'impression de ne pas être habillé. La bourgade est un labyrinthe de jardins exotiques. Dès qu'il tombe une goutte de pluie, la moindre graine jetée dans le phosphate devient un buisson de fleurs, un bouquet d'arbustes. Cet aimable dédale n'a qu'un inconvénient. Il est strictement limité. Pas d'évasion possible, sinon par l'oiseau des îles, le bateau de la compagnie. Dans l'île, il y a une île où l'on vit. Un charmant jardin. Malgré tout, une prison. Il y a du mérite pour les hommes venus de la métropole à y passer 3 ans en attendant leur congé. Plus de mérite encore pour leurs femmes. La seule promenade possible est au long des rails qui conduisent au chantier d'extraction. 5 petits trains charrient le minerai de la mine au port, transportent les travailleurs. Leurs locomotives furent celles de la ligne Maginot. Les rails appartinrent aux chemins de fer départementaux français supprimés en Bretagne et en Provence. Les wagons viennent d'Australie, le bois traverse du Canada. Tout cela pour faire finalement du riz japonais. Mais l'engrais est payé par les Japonais en livres sterling, qui permet aux habitants de l'Océanie, qui aiment naviguer et ne pas cultiver, de faire venir des tomates de Nouvelle-Zélande, du beurre danois, du cornet de bif de Chicago, du pétrole d'Arabie et de l'eau de vie. La mine à ciel ouvert de Makatea est un des spectacles les plus étranges qui soient au monde. Un décor de ruines dantesques. Ce sont les féaux, les puits de corail, profonds parfois de 40 mètres, dégagés du guano. Des oubliettes au fond desquelles les mineurs casqués vont chercher le phosphate à la pelle, à la pioche, parfois au marteau-piqueur avec des paniers et des brouettes. Il y a des stakhanovites du phosphate qui atteignent des rendements invraisemblables. Ce qui les amène ici des îles avoisinantes, ce sont les hauts salaires, ce sont aussi les 2 cinémas. Mais c'est surtout l'envie d'une maison neuve au frais. Le phosphate saute des pelles dans la brouette. Au-dessus des puits courent des kilomètres de passerelles branlantes, vertigineuses, sur lesquelles courent les brouettes. L'opposition est saisissante entre le travail artisanal des puisatiers et le luxe des moyens techniques du transport jusqu'au navire. Mais il n'y a aucun moyen moderne de vider les fosses d'aisance des oiseaux de mer autrement qu'à la pelle. Toute la mine, toute l'île et le riz japonais dépendent des 160 pelles de l'équipe de pointe des puisatiers qui peinent comme des forcenés dans le gruyère acariâtre du corail. La précipitation des mineurs est affolante. Le puisatier travaille en équipe avec le pousseur de brouette. Ils sont payés à la brouette. Chacun d'eux remue en moyenne chaque jour 10 000 kilos de guano, gagne en moyenne 12 000 francs pacifiques par mois, soit 660 nouveaux francs métropolitains, 132 $. En 12 ans, un Polynésien installé à Makatea avec sa femme achète à la coopérative les matériaux de sa maison, ses meubles, son poste de radio,
qu'il emportera avec lui dans son... Ruisseaux, torrents, rivières de poussière grise, les tapis roulants crachent l'engrais naturel les uns sur les autres. Devant ces cascades de minerais organiques, on se demande s'il est possible que les oiseaux de mer aient eu la tripe assez généreuse, même pendant des millénaires, pour remplir ces fossés du superflu de leurs poissons. Mais ils planent sur Makatea et sur toute l'Océanie, dont l'île cimetière est la principale ressource budgétaire, une menace de plus en plus pressante. Combien de temps durera encore le gisement? Quelques années à peine, sans doute. On s'interroge à ce sujet à l'Assemblée de Papeete. Il faudrait 100 grands hôtels à Tahiti pour payer autant de taxes que le guano de Makatea et ses puisatiers prodiges que va interviewer notre ami Dan. Monsieur Pietri, je m'excuse de vous interrompre au milieu de votre travail. Vous êtes tahitien, je crois. C'est-à-dire, mon père est un ancien gendarme. Les premiers gendarmes qui sont venus ici à Tahiti, c'est un Corse. Bon, mais vous êtes tahitien, vous vous Oui. considérez comme tahitien parce que vous Je êtes né suis ici. tahitien d'une mer Pomotu, des îles Tuamotu. Et vous travaillez au phosphate depuis fort longtemps, n'est-ce pas? Oui, ça fait 20 ans que je travaille ici au phosphate. Et c'est vous qui dirigez le chantier que nous venons de visiter, Oui, l'extraction. je suis le chef des chantiers de l'extraction. Eh bien, je voulais vous demander, parce que j'étais assez stupéfait ce matin de voir la cadence de travail que vous obtenez de vos ouvriers, cadence qui cadre mal avec l'image qu'on se fait habituellement de la nonchalance polynésienne. Pourtant, ce sont tous des tahitiens. Ce sont tous des Tahitiens. Tout ce que vous voyez sur les chantiers sont tous des Tahitiens. Venant de l'île de Tahiti, non des îles avoisinantes également. Des îles australes et des îles Sous-Louan. Oui. Dites-moi, on pense aussi généralement à l'extérieur que le Tahitien n'est pas constant dans son travail, enfin qu'il n'aime pas faire longtemps le même travail. Qu'est-ce que vous pensez de Oh, cette si, opinion? si, parce qu'il y a beaucoup il y a 10 ans qui sont ici. Et puis il y a certains, la plupart, ils ont 4-5 ans. 4-5 ans. Ici. Leurs contrats sont d'1 an normalement. D'un contrat d'un an, oui. Et ils reviennent donc à la fin de leur contrat. À la fin de leur contrat, ils Vous-même reviennent. vous-même êtes ici depuis combien de Ah, temps ça fait déjà? 20 ans que je suis ici. Oui, en effet. Dites-moi, ça va nous amener sans doute à parler chiffres parce que, au fond, seuls les chiffres pourront nous donner une vue d'ensemble de votre travail. Quelle est la production annuelle de phosphate? Combien est-ce que vous arrivez à tirer annuellement de phosphate Eh bien, ce à Makatea? que nous produisons annuellement de phosphate à Makatea, 340 à 360 000 tonnes par an. 360 000 tonnes par an. Oui. Vous avez combien d'ouvriers avec vous? Le complément de l'extraction, c'est 300 travailleurs. Mais Oui. sur la brouette, nous disons ça, tâcheron, c'est 150 par jour. On peut donc dire que ces 160 garçons ont porté à la fin de l'année 360 000 tonnes de phosphate. C'est exact. ça, c'est très bien. Hein? C'est Et ça, ils en sortent ouais. combien par jour? 1500 à 1300 tonnes par jour. Donc 1500 à 1300 tonnes par jour, ça équivaut à dire que chacun de ces garçons, à la fin de ces 8 heures de travail, a porté dans sa brouette de 10 à 12 tonnes, de 10 000 à 12 000 kilos de phosphate. C'est bien C'est ça? ça, c'est bien ça. Est-ce que vous avez des champions? Est-ce que vous en avez qui arrivent à sortir plus que ça? Oui, oui, nous avons des champions. Est-ce qu'on peut mais- les interviewer? Est-ce qu'on peut les voir? Eh bien oui, on peut les voir. Bon, moi je vous remercie. Alors, ce sont là vos champions, monsieur Oui, Pietri. c'est nos meilleurs champions de l'extraction. Oui. Alors, je vous présente Firbo de Bora Bora et Sous-Louan. Quel âge a-t-il? Il est au Tahiti. 25 ans. 25 ans. Et quel est son record alors? Son record, c'est 77 tonnes. 77 tonnes? 77 tonnes. Mais ça représente combien de brouettes comme celle-ci? Eh bien, ça représente 610 brouettes. 610 brouettes comme ça? Et une brouette pèse combien? Une brouette, pèse 120 kilos. 120 kilos. 120 kilos. Et puis avec le complément, enfin, 143 kilos. Ah bon, il y a 20 kilos d'instruments Ouais. et 100... Ouais. Eh bien, c'est assez extraordinaire. Et le second a un record du même genre? Non, c'est Léonard, c'est le plus fort. Oui. Il a 79 tonnes. 79 tonnes. Ça C'est fait ça, combien de 79. brouettes? Et 635 brouettes. En 8 heures de travail. En 8 heures de travail. Et celui-ci? Celui-ci, c'est-à-dire, ça fait 13 ans qu'il travaille à la compagnie. Il a fait toujours une moyenne de 200 à 300 brouettes par jour. Mais dites-moi, ces garçons, après une journée de travail comme ça, doivent être complètement épuisés. Ils vont Oh dormir, non, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude parce que le soir, quand ils rentrent chez eux, ils prennent leur bain et puis d'autres vont à la pêche. D'autres ils prennent la guitare et viennent chanter, danser. Et ce qu'il y a de plus rigolo, quand il y a les fêtes du 14 juillet, un mois d'avance, ils font leur préparation de danse pour aller à Papeete. Ils trouvent le moyen de danser. Danser de 7h jusqu'à 9h du soir. Je n'ose pas leur dire qu'ils feront mieux la prochaine fois, enfin, je n'ose pas leur souhaiter de faire mieux la prochaine fois, mais je vous fais à tous mon compliment pour le travail que vous réalisez ici. Merci beaucoup. Sur la plateforme d'un wagon de phosphate, Jacques Languirand
fait la seule promenade permise dans l'île en compagnie de l'ingénieur en chef, Monsieur Noël. Alors, si je comprends bien, M. Noël, c'est ici que tout le phosphate recueilli aboutit pour être mis dans les wagons et ensuite expédié dans le port. C'est ici, c'est bien ici que le phosphate aboutit. Et vous savez, cette atmosphère dans laquelle nous nous trouvons depuis quelque temps déjà est assez éloignée de l'idée qu'on se fait généralement de la Polynésie. Est-ce que les Tahitiens eux-mêmes parviennent à s'acclimater, parviennent à vivre dans cette atmosphère en étant heureux, comme malgré tout? Oui, ils arrivent à s'habituer ici dans cette atmosphère parce qu'ils restent quand même Tahitiens, quoi. En dehors du travail, ils arrivent tout de même à se distraire, quoi. Ils sont très bien habitués, oui. Mais au début, on m'a dit que vous avez eu beaucoup de difficultés à faire travailler les locaux. Est-ce que c'est exact? C'est exact. On a eu assez de difficultés. Il a fallu recruter de la main-d'œuvre étrangère au pays. Des Japonais, des Annamites, des Chinois. Mais petit à petit, les Polynésiens, ils sont venus et maintenant, ça va. Tenez, voici par exemple le terrain de football que vous avez organisé ici. Oui, oui, le terrain a été créé par la compagnie puisqu'il a fallu remblayer les trous qu'on a vus. Oui. De façon à pouvoir créer un terrain à peu près plan. Donc, vous vous occupez aussi des loisirs de tous ces gens qui viennent travailler pour vous? Oui, oui, on s'occupe également des loisirs, oui. À quoi s'occupent-ils surtout? Eh bien, ils aiment le football, évidemment, le basket, la radio, le cinéma, ils aiment jouer aussi la guitare, hein, chanter. Car ils demeurent, bien sûr, comme vous le disiez tout à l'heure, toujours polynésien, oui, tahitien. Combien avez-vous de trains qui circulent comme celui-ci, par exemple, aller-retour? Une trentaine de trains par jour. Une trentaine par jour. Ça fait quel tonnage à peu près de phosphate, ça? 1400, 1500 tonnes humides par jour. Ah, c'est ensuite que vous êtes obligé de procéder au séchage. Ensuite, on le sèche, oui. Il est séché et emmagasiné jusqu'à l'arrivée des phosphatiers. Ah, tiens. Voici bientôt le village qui s'en vient, que nous allons pouvoir décrire à nos téléspectateurs. Et ici, vraiment, dans ce village de Makatea, on est vraiment dans une atmosphère qui ressemble un peu, si vous me permettez l'expression, un petit peu au Far West quand même, avec toutes ces boutiques qui ont l'air d'avoir été édifiées très rapidement, avec toutes ces fleurs qui passent autour. Il doit y avoir une vie assez curieuse à Makatea, oui? Ah oui, oui. C'est très curieux, surtout le soir, ma foi. Le village est éclairé électriquement, mais quand même les boutiques de Chinois sont allumées au gaz, vous voyez, avec des morigaz. Oui. C'est assez curieux le soir. Il fait bon s'y promener. La température est très bonne. On entend la guitare, on entend les gens chanter. Enfin, oui, c'est très agréable le soir. Au fond, la population, en plus, est extrêmement volante, quoi. C'est très changeant ici. C'est très changeant. Ah oui, oui. Oui, puisque elle change assez souvent, puisque nous renfaitrions les travailleurs, qui sont quelquefois remplacés par d'autres. Oui. Il arrive quelquefois même que dans les îles australes, les travailleurs soient désignés par la famille, et ils changent à tour de rôle. Oui. Un garçon vient travailler, l'année suivante c'est son frère. Ah, c'est désigné par la famille? Bien souvent. C'est un volontariat qui est prévu, alors. Oui. Parmi les autres loisirs, est-ce qu'on fait du cinéma? On s'occupe de cinéma? On aime le cinéma ici? Ah, on aime beaucoup le cinéma. Il y a 2 cinémas ici à Makatea, et les gens aiment beaucoup y aller. Ils manifestent d'ailleurs bruyamment leur satisfaction devant les films. Ah oui? Oui. On parle de cinéma, on parle de progrès, au fond, pour eux. Mais est-ce que vous croyez que tous ces gens sont heureux, M. Noël? Eh bien, on leur a créé des problèmes, et maintenant ils doivent les satisfaire. Évidemment, on leur crée des besoins, plutôt. Ils doivent les satisfaire, ils gagnent de l'argent maintenant. Évidemment, il faudra qu'ils continuent à en gagner. Et comme le phosphate n'est pas éternel à Makatea, il y a certainement des problèmes pour le territoire. Il y a un problème de phosphate, alors? Et oui, puisque le gisement n'est pas éternel à Makatea. Oui. Il est en voie d'épuisement. Est-ce que c'est pas un grave problème, alors, que d'avoir créé des besoins chez ces gens qui, ensuite, ne seront peut-être plus en mesure de les satisfaire aussi bien? C'est certainement un grave problème, mais on ne pouvait pas l'éviter. Je ne crois pas. Il y a une évolution. Ça, c'est... Non. On l'accepte ou non, c'est un problème du progrès. Oui, et puis du reste, sur ce wagon, nous ne sommes pas ici pour résoudre ce problème-là, je crois. Je vous remercie beaucoup de cette balade. Il ne reste plus qu'à terminer maintenant. Nous allons, je crois, les wagons vont être vidés maintenant et envoyés au séchage. C'est bien ça? C'est bien ça, oui, c'est exact. Et puis il y a tout près aussi les bureaux où se trouve actuellement Mary Bomberger qui va poursuivre cette enquête à Makatea. Monsieur Lamotte Duncan, nous avons vu ici des Polynésiens travailler sur vos chantiers à un rythme hallucinant. Est-ce que ça ne détruit pas la légende de la paresse des gens des îles? Oui, certainement. Vous avez été frappé par cette vitesse. Nous, elle ne nous étonne plus. Car la paresse des gens des îles, pour nous, c'est une légende. Nous sommes convaincus, au contraire, que les ouvriers polynésiens ont des qualités de travailleurs presque exceptionnelles. Leur qualité physique, leur intelligence, leur possibilité d'adaptation, leur qualité morale surtout, font que, je pense, après une longue expérience des Polynésiens, que ce sont des ouvriers qui, dans le Pacifique, sont uniques dans leur genre. Que ce soit au point de vue de l'électricité, par exemple, où tout notre service électrique est dans les mains des Polynésiens, depuis l'ingénieur jusqu'au dernier des ouvriers, en infirmerie où nous avons un infirmier qui est presque un docteur, nos marins,
n'ont pas leur pareil dans le Pacifique et sont l'égal des meilleurs en Europe. Et qui est-ce qui a découvert ce gisement de Makatea? Qui est-ce qui l'a mis en valeur? Monsieur Touze était une personnalité de premier plan, un pionnier. Il était né dans le pays, je crois, c'était un ingénieur des travaux publics ici, très, très enraciné dans le pays. Il était marié ici, il y a encore toute sa famille, et c'était vraiment un homme qui a su avoir l'énergie et la force physique. Et c'est lui-même qui a mis en train Makatea. Ah oui, oui, oui. Oui, un véritable exploit. Il circule des bruits pessimistes sur Makatea en Polynésie. On dit que le gisement risque d'être rapidement épuisé. Écoutez, je m'en vais vous répondre avec les arguments, avec les chiffres qu'on trouve dans un rapport officiel. Une très haute autorité en matière minière, et connaissant très bien les questions d'outre-mer, est venue il y a quelques années ici, il y a 2 ans, se rendre compte de ces ressources, et cela à la demande du gouvernement français. Dans son rapport, on peut lire, en 58, qu'il y en a encore, tout au plus, pour 10 ans. Et est-ce qu'on fait des recherches actuellement pour trouver d'autres gisements qui permettraient de remplacer Makatea quand Makatea sera épuisé ces prochaines années? Oui, nous-mêmes, nous nous sommes préoccupés pendant des années de trouver une activité minière de substitution en Polynésie. À défaut d'une carte géologique qui n'existait pas, nous avons, nous, pendant des années, prospecté les archipels, tous, des Marquises au Tuamotu, au Gambier. Vous avez trouvé quelque chose? Rien du tout. De magnifiques échantillons, mais pas suffisamment pour faire une exploitation minière, avec les investissements que cela comporte, les tonnages à mettre en œuvre. Actuellement, le bureau minier de la France d'outre-mer a une équipe de chercheurs et reprend ces recherches. Nous avons mis, bien entendu, à sa disposition tous nos dossiers, tous nos cailloux, toute notre science, et nous leur souhaitons de réussir. Nous leur souhaitons, mais très sincèrement, de tout cœur, car ça nous permettrait peut-être alors de rester comme mineurs dans ce pays. Pour se mettre sous la trompe du pont jeté, qui déverse dans leur flanc 550 000 kg de phosphate à l'heure, les cargos phosphatiers à destination du Japon, mais aussi des Indes, de Singapour, de la Nouvelle-Zélande, s'amarrent à des bouées ancrées par 400 mètres de fond. Jadis, c'était un exploit pour les capitaines que d'approcher un récif. Par gros temps, ils restaient parfois 15 jours sans pouvoir charger. Aujourd'hui, ils font le plein en 24 heures. L'ensemble de Makatea reste un tour de force permanent de la technique française et de la frénésie de travail des Polynésiens. Quittant Makatea, personne n'ose plus appeler les paradis du Sud-Pacifique les îles de la paresse. No